Bonjour à tous. Je suis François Breuil et je vais vous faire cette présentation sur le projet de mutualisation des intranets à la Société Générale. Et je vais vous parler d'Yves Roussillon, maîtrise d'ouvrage sur le projet, qui interviendra également sur plusieurs points de cette présentation. Donc, je vais vous faire une présentation rapide de Société Générale, je pense que vous connaissez, donc je ne vais pas vraiment m'attarder beaucoup. Ensuite, je vous évoquerai les enjeux, les objectifs de ce projet qui s'est terminé au début de cette année. Et un petit point également sur le planning qui a été nécessaire pour mener à bien ce projet. Ensuite, Ingrid reviendra sur les atouts de cette usine à site que nous avons mis en place. Vous présentera quelques exemples de sites et des fonctionnalités particulièrement intéressantes de cette usine à site. Et puis, je reviendrai ensuite sur les éléments clés de la réussite de ce projet et les difficultés que nous avons rencontrées pendant ce projet. Donc, rapidement, sur la Société Générale, le point important qui a un lien direct avec le projet des intranets, c'est le fait qu'il y a 160 000 collaborateurs à la Société Générale qui sont sur plus de 70 pays. Donc, tous ces collaborateurs ont vocation à utiliser un de nos intranets. Donc c'est grosso modo toute la Société Générale qui est utilisateur de l'usine à site dont on va parler tout à l'heure. Alors les enjeux, les objectifs de ce projet. La situation était très hétérogène il y a quelques années. Nous avions une offre non-auto qui était très peu évolutive, qui était techniquement obsolète, fonctionnellement assez dépassé, avec beaucoup de besoins utilisateurs auxquels on ne répondait pas avec cette offre, plus un certain nombre d'autres intranets dans d'autres technologies complètement hétérogènes. Donc, un des enjeux était de rationaliser d'un point de vue technique les intranets du groupe Société Générale et de faire face à ces demandes de fonctionnalités supplémentaires et donc d'apporter un nez de plus et d'aller vers le Web 2.0 avec des fonctionnalités bien plus innovantes que ce qu'on avait. Tout ça, évidemment, en maîtrisant les coûts et donc avec un objectif de coût de run à la fin du projet inférieur d'à peu près 20% sur celui qu'on avait auparavant. Un des enjeux importants concernait la reprise de l'existant. Et l'enjeu était complexe parce qu'il nous amenait à confronter à deux problématiques qui étaient opposées finalement. La première consistait à gérer ça comme un projet de refonte technique, donc une migration technique avec un délai le plus court possible, où on a les deux systèmes en vie pour éviter d'avoir à supporter le poids de deux infrastructures relativement chères en parallèle. Et en même temps, le besoin d'utilisateurs de faire pas seulement une migration technique, mais d'en profiter pour faire évoluer leur site, les repenser, les revoir, les fusionner, et donc des envies assez fortes de ce point de vue-là. Donc il nous a fallu gérer ces deux aspects au cours de ce projet. On verra comment on a réussi à le faire. Entre autres, en prenant en charge au moins partiellement la reprise de façon automatique pour éviter à nos utilisateurs d'avoir à faire tout le travail eux-mêmes. L'autre objectif, c'était de réduire le nombre de sites. On en avait vraiment beaucoup trop. Ils étaient quasiment tous dupliqués français-anglais. C'était très complexe à gérer pour les utilisateurs et beaucoup trop de petits sites qui n'avaient pas de cohérence, qu'il a fallu rationaliser et regrouper. On avait 170 sites au départ et on a aujourd'hui 60 sites sur le même périmètre. L'autre point très important, le dernier que j'ai indiqué, c'est le fait que, avec la solution précédente, il fallait quasiment un mois entre le moment où un utilisateur vient nous voir en nous disant je voudrais un nouveau site et le moment où son site est réellement live et utilisable par l'utilisateur. Un mois, c'est très long avec une intervention de la DSI, donc de nous,
les contributeurs n'étaient pas autonomes, il fallait nous produire un travail relativement important pour que ce site soit live. Maintenant, en quelques jours, le site est ouvert et les utilisateurs peuvent y accéder et notre intervention est très très minime dans cette ouverture de site. Rapidement sur le planning, c'est un projet qui, donc, comme je le disais, qui s'est terminé en début de cette année et qui a duré pas loin de 3 ans, avec une phase d'environ 1 an pour développer cette usine à site, c'est-à-dire le réceptacle de tous les intranets du groupe Société Générale, et environ 1 an de migration de la solution Noeto vers la solution Liferay. Coût total du projet, environ 1,2 million d'euros. Je passe la parole à... Bonjour à tous. Donc moi c'est vraiment, je vous présente l'évolution, maîtrise d'ouvrage de la plateforme. Mon intervention auprès des utilisateurs, c'est pour leur présenter l'outil, leur présenter les intérêts de cet intranet et de leur permettre de mettre en place très rapidement leur intranet avec tout ce qu'on entend par conduite de changement, formation des utilisateurs et mise en ligne du site. Donc, pour vous présenter les atouts de notre usine à site, premièrement, nos utilisateurs sont fortement autonomes à la contribution. Aucune connaissance technique n'est nécessaire, donc ce qui est normal pour une usine à site. Donc, on leur crée leur réceptacle, leur coquille, et eux, ils ne s'occupent que de la partie éditoriale. Donc tout cela, comme disait François tout à l'heure, ça se fait en 3 jours de notre côté, ce qui prenait un bon mois avec l'ancienne solution. Tout ce qui est délégation des mises à jour, en fait, ça concerne des responsables de rubrique, des personnes qui sont responsables d'une certaine partie du site. En fait. Donc ils peuvent travailler en étant autonomes sur le site pour le mettre à jour, en ne sont en charge que d'un certain nombre de pages. Ils ne sont pas à travailler sur l'ensemble du site. Donc ça rajoute aussi de l'autonomie sur la mise en ligne et la vie du site. On utilise des gabarits pour réaliser les pages. Donc, bien sûr, comme c'est une usine à site utilisée par tout le groupe, on essaie de faire en sorte que les sites respectent une charte graphique. Donc, une charte standard pour tout le monde, que ce soit pour les entités en France, mais aussi pour les filiales. Donc, on a mis à disposition ces gabarits. Les utilisateurs peuvent les utiliser. Je vous montrerai tout à l'heure via des exemples que malgré la mise en place de ces gabarits, les sites peuvent être différents, peuvent être présenter différemment leur information en fonction de ce qu'ils souhaitent. Enfin, ils ne sont pas figés forcément par rapport à ces gabarits. Une fonctionnalité aussi qui est très intéressante pour nous par rapport à nos contributeurs, c'est l'édition en ligne, en front office. C'est-à-dire l'utilisateur il navigue sur son site, il voit qu'il y a une mise à jour qui doit être faite immédiatement. Ils peuvent le faire directement sans forcément passer par le back-office. C'est un des forts intérêts que les utilisateurs ont trouvé à cet outil. Tout ce qui est également suivi de la contribution par les administrateurs. Donc en fait, comme je vous l'ai dit au début, c'est une usine à site qui est utilisée par l'ensemble du groupe. On a environ 60 intranets. Donc on peut avoir des sites qui ont une volumétrie assez conséquente, donc qui nécessitent beaucoup d'utilisateurs, beaucoup de contributeurs. Donc à cela, on peut avoir besoin de vérifier comment le travail a été fait en back-office, qui a pris quel contenu, qui l'a modifié et comment. Donc les administrateurs de sites peuvent avoir cette visualisation-là via cette fonctionnalité de suivi de contribution. On ne l'a pas dit tout à l'heure, mais si vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez pas à nous interrompre. Un des manques aussi de l'ancienne solution était toutes les fonctionnalités Web 2.0 qui étaient vraiment très complexes à mettre en œuvre. Donc via cette nouvelle solution Liferay, nous avons pu mettre en œuvre ces fonctionnalités, notamment les notations élémentaires qui est vraiment très utilisée par nos visiteurs, les intranets. Ça nous permet d'avoir un feedback de nos utilisateurs et savoir ce qu'ils pensent de l'intranet ou ce qu'ils pensent d'une actualité qui aurait été mise en ligne sur le site.
Donc il y a pas mal de sujets qui sont lancés et derrière ça engendre pas mal de discussions entre les visiteurs. Une fonctionnalité encore qu'on a mis en œuvre qui permet aux visiteurs d'avoir une autre façon de naviguer sur le site plutôt que la navigation standard que vous connaissez via le menu horizontal ou le menu vertical. C'est les éléments les plus lus, les articles les plus lus, les plus commentés ou les mieux notés. Donc sur une page d'accueil, je vais vous montrer un exemple aussi tout à l'heure. Sur une page d'accueil, vous avez un bloc de contenu qui remonte automatiquement les articles qui sont les plus lus par les utilisateurs ou les plus commentés. Et donc, par ce biais-là, en arrivant sur le site, l'utilisateur va « Ah ben tiens, il y a tel article, pourquoi il est le plus lu? Je vais le consulter. » Un article qu'il n'aurait pas potentiellement vu si l'article était resté juste dans la navigation standard, il n'aurait pas été forcément consulté, mais via ce biais-là, l'article est mis en avant et ça le permet de le voir plus facilement. Tout ce qui est aussi personnalisation du contenu, c'était quelque chose qui était très demandé par nos responsables de site. Permettre à leurs visiteurs de personnaliser la page pour ne faire remonter que les informations qui les intéressent. Par exemple, je ne suis pas forcément intéressée par tout ce qui concerne le marketing, je peux être intéressée par des sujets de RH. Donc je personnalise ma page, je sélectionne les catégories d'informations qui m'intéressent. Donc dès que je vais sur mon intranet, automatiquement, s'il y a une news concernant la RH, c'est cette news-là qui sera mise en avant pour moi. Et donc ça permet aussi de mieux intéresser les utilisateurs aux intranets et d'augmenter la fréquence de visite. Autre élément encore aussi, toujours pour augmenter la fréquence de visite, et tout ce qui est blog, newsletter, alerte, pour envoyer l'information à l'utilisateur. Plutôt qu'attendre que l'utilisateur vienne chercher l'information, on a mis en place ces trois fonctionnalités. Enfin, le blog, c'est la fonctionnalité standard qu'on a utilisée de l'outil. La newsletter, on l'a utilisée, on l'a un peu customisée, parce que bien sûr, on a des besoins qui sont différents par rapport aux entités, ils ont des besoins qui sont assez spécifiques. Donc forcément, parfois on est obligé de mettre en place des spécificités. La newsletter en fait partie, ainsi que les alertes. Ça permet, comme je le disais, d'envoyer l'information à l'utilisateur, notamment pour les alertes, qui est une nouvelle fonctionnalité qu'on a mis en place il n'y a pas très longtemps. On rédige un article, on souhaite en informer immédiatement nos utilisateurs sur une actualité brûlante peut-être du moment. On a une liste d'adhérents, de subscribers à cette alerte, et on peut faire un push d'information directement via cette fonctionnalité alerte. Une autre fonctionnalité aussi qui permet donc de modifier la navigation des utilisateurs, c'est tout ce qui est mots-clés. Je pense que vous êtes familiarisé avec ce système. Ça permet donc de remonter des mots-clés sous des articles, donc des thèmes. Plus le thème est utilisé par cette pratique, plus ce thème-là est en gros, visible en gros via le contenu, et on peut visualiser directement ce contenu-là et en plus être redirigé vers d'autres contenus qui sont également tagués via ce mot-clé-là. Donc tous ces éléments-là, ça permet une autre façon de navigation pour nos utilisateurs. Et bien sûr, donc, comme le disait François tout à l'heure aussi, tout ce qui est multilinguisme, c'était vraiment très très mal géré par notre ancien système. On est obligé d'avoir deux sites complètement distincts pour gérer une version anglaise et une version française par exemple. Et donc bien sûr ça pose tous les problèmes de mise à jour en double, de problèmes d'arborescence qui ne sont pas identiques, ce genre de choses. Donc via cette solution qu'on a mis en place sur le site, le multilinguisme est géré au sein d'un même site, on peut avoir autant de versions du même site qu'on souhaite, différemment. Bien sûr la charte graphique qui a été un élément aussi vraiment très important pour la mise en place de cette plateforme. Et également, on en a profité de cette nouvelle plateforme pour mettre en avant tout ce qui est mission sur l'handicap, les notions d'accessibilité. Donc rendre le site accessible aux personnes qui seraient malvoyantes au sein de la société générale. On est en train de mettre en œuvre un label qui permettra de vérifier l'accessibilité de ces sites-là et remonter les sites qui ont fait l'effort justement de rendre leur site accessible. Donc je vais vous montrer quelques exemples de sites, donc juste pour vous montrer très rapidement. Donc ça c'est un intranet qui respecte la charte. Vous voyez tout en haut de la page vous avez le logo de la Société Générale. Sur la droite vous avez le logo du site, du service. Vous avez la navigation horizontale ici. Les fonctionnalités les plus intéressantes, c'est le bloc central ici, les actualités, qui permet de remonter automatiquement une actualité en fonction du tag
qu'on aura attribué dans le back-office. Donc, je n'ai pas besoin de vérifier que l'actualité est remontée forcément. Je crée mon actualité en back-office, automatiquement, je le tag, il sera remonté à ce niveau-là. Et par ce biais-là aussi, via ce contenu-là, via ce contenu, l'utilisateur peut spécifier quelles sont les actualités qu'il souhaite remonter, les actualités qui l'intéressent. Donc, c'est la notion de profile dont je parlais tout à l'heure. Donc, il sélectionne les thèmes, les catégories d'informations qui l'intéressent. Et via ce bloc-là, uniquement ces catégories d'informations-là vont remonter. Sur la droite, vous avez les mots-clés. Donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus, vous connaissez le principe. Il y a les notions aussi d'accès privé. Donc, ça peut arriver que sur certains intranets, on ait besoin de mettre à disposition des contenus que pour un groupe spécifique de visiteurs. Donc, on peut définir un espace privé. Ça aussi, c'est une fonctionnalité spécifique qu'on a développée au sein de notre outil. Autre exemple, donc là c'est juste pour vous montrer qu'on peut avoir différents types de présentation, tout en respectant la charte graphique. Vous avez toujours l'entête qui est identique, donc avec le logo du site, et le bas de page qu'on ne voit pas malheureusement parce que le site est trop grand. Et également, en partie centrale, vous avez ces blocs-là, ici et ici, qui remontent automatiquement les informations des actualités spécifiées par l'utilisateur. Donc vous voyez que vous avez deux blocs, l'entreprise, donc là ce bloc-là remontera forcément toutes les actualités de cette filiale-là. Et ensuite ce bloc-là peut être personnalisé par le visiteur. Ensuite, autre exemple pour plus axer sur des fonctionnalités encore plus concrètes, donc celles que je vous ai montrées tout à l'heure pour que vous les ayez en visu. Donc le bloc est plus lu, il est plus commenté, donc là je juste fait un petit zoom. Donc là vous voyez l'intitulé de l'article, le nombre de fois qu'il a été vu. Donc via ce bloc-là, l'utilisateur se dit ah ben tiens, cet article a été vu plus de 15 000 fois, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Donc forcément c'est les résultats du premier trimestre. Vous avez les plus commentés, donc vous voyez tout en bas aussi l'indication sur le nombre de fois, le nombre de commentaires qui a été posté sur cet article. Et donc ça aussi, ça l'intéresse, donc du coup il va le voir et il peut potentiellement rajouter d'autres commentaires sur cet article-là. Autre bloc juste à côté, celui-ci c'est un bloc qui permet de remonter automatiquement les documentations qui sont publiées sur un autre système de GED, de gestion documentaire. Je pense que vous êtes aussi familiarisé par ce terme. Donc automatiquement, via ce GED, on publie des documents, donc c'est des documents pour la banque de détails, et automatiquement, les documents sont remontés via ce bloc-là. Donc l'utilisateur n'est pas obligé d'aller dans cette GED-là pour vérifier les nouveautés. C'est remonté automatiquement par branche de métier. Le bloc actualité que je vous ai déjà montré ici, qui permet de personnaliser les actualités qui nous intéressent. Tout ce qui est mots-clés. Ici. Donc en cliquant bien sûr sur un mot-clé, on est redirigé donc, sous cet écran-là, qui nous permet de voir les autres mots-clés qui peuvent être tagués sur d'autres articles et bien sûr avoir une autre navigation plus transverse sur l'ensemble des contenus. Donc bien sûr toutes ces fonctionnalités ont été vraiment très intéressantes pour l'utilisateur, donc pour leur permettre de mutualiser leur plateforme et éviter qu'on ait des sites qui existent sous des technologies, on va dire, orphelines. Parce que parfois, ça peut arriver qu'il y a des intranets qui soient développés dans un coin, dans un service. La personne qui maintenait cette technologie quitte la Société Générale, par exemple. Et donc, du coup, on n'a plus de support, plus de personnes pour maintenir cette plateforme-là. Donc, l'intérêt vraiment de cette usine à site, c'est éviter qu'il y ait tous ces intranets orphelins et avoir une plateforme standard que tout le monde utilise et il y a toujours un support pour les maintenir. Et donc, via toutes ces fonctionnalités, on a réussi à intéresser nos utilisateurs pour leur faire adhérer à notre plateforme. Ça, c'était un dernier exemple de fonctionnalité, le blog, qu'on a utilisé de façon standard sans aucune notification. Comme c'était juste pour vous présenter, on a toujours la charte graphique qui est reprise à ce niveau-là. Oui. Vous n'avez pas mis en place de wiki, genre un wiki d'équipe pour des genres de création de contenu global, par exemple, on peut dire les procédures, les vocabulaires de l'entreprise, etc. Ben justement, on a un projet de mise en place de wiki, ça tombe bien. C'est un projet qui est en cours d'étude. Donc,
L'AFRE propose effectivement un bloc de wiki. On est en train de l'analyser pour voir si ça va répondre complètement à nos besoins et jusqu'à quelle mesure on va pouvoir le customiser. C'est un besoin qui est en cours d'étude. Pour bien comprendre, lorsque vous livrez un site à un client interne, après il est complètement autonome et il se débrouille tout seul, ou vous êtes malgré tout obligé d'intervenir à un certain niveau non technique. Je pense par exemple que vous avez défini les workflows de publication d'entreprise, ils les définissent eux-mêmes de manière autonome. Voilà. Et par ailleurs, donc, vos clients internes, je ne sais pas si ce sont l'utilisateur final, le service utilisateur final, ou c'est par exemple un service communication d'une filiale de GR. Alors, ça peut dépendre en fait. Ça peut dépendre de plusieurs questions. Au niveau des workflows, alors oui, le temps de mise en œuvre de notre intranet, c'est vraiment très rapide. On leur donne leur copie, ils sont complètement autonomes. On peut intervenir pour des besoins de conseils et de best practices. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, c'est un outil groupe. Il y a des filiales aussi qui publient leur intranet. On essaie quand même de garder une certaine cohérence, d'éviter qu'il y ait trop de digression, que les informations soient mises en ligne de façon trop différente, trop dispersée. Donc on est là quand même en force de conseil, il y a tout ce qui est formation, on est formé à l'outil. On a mis aussi en place un système de club utilisateur où on recueille les besoins de nos utilisateurs et on les étudie et on voit dans quelle mesure on peut les mettre en œuvre. Donc ils sont fortement accompagnés à ce niveau-là. Pour leur autonomie, c'est vraiment pour tout ce qui est contribution, l'outil est vraiment très simple. Ils sont capables eux-mêmes. On a mis en place ce système de formation, mais je veux dire, même sans formation, un utilisateur est capable de créer un contenu, de mettre en ligne sur l'intranet. Et la deuxième question, c'était qui sont nos clients internes. C'est vrai que c'est essentiellement des services de communication. On ne l'a pas tellement dit, mais c'est vrai que l'usine ACIT est quand même très fortement dédiée aux entités de communication du groupe. C'est avant tout, c'est pas vraiment des intranets de métier, c'est beaucoup plus des intranets de communication. Et donc c'est les différentes directions de la communication qui sont nos clients internes et qui utilisent ces business. Et la dernière question qui consistait sur les workflows, c'est ça. Il y a un système de workflow qui est mis en place, mais ce n'est pas automatique. C'est en fonction de l'entité, en fonction du service qui souhaite mettre en place sur l'intranet, qu'on l'active ou pas. Donc c'est en fonction du besoin. Donc on a essayé de mettre un standard, mais quand même de laisser certaines libertés. S'ils veulent activer le workflow, ils l'activent. C'est en fonction du besoin. Est-ce que vous avez de la modération sur les commentaires? Oui, tout à fait, c'est une modération à posteriori. Donc l'utilisateur met son commentaire, il est publié, il y a l'administrateur du site qui reçoit une notification comme quoi il y a eu un commentaire sur cet article-là. Il va vérifier et en fonction du contenu de ce commentaire, il peut décider ou pas de le supprimer. Tout à fait. Vous avez dit tout à l'heure que les fonctionnalités web 2 à la fin les fonctionnalités web 2 étaient un peu compliquées à mettre en œuvre. Non, en fait, c'était sur l'ancien outil, sur l'ancienne solution, qui était vraiment très rigide. Alors, on va le citer quand même. Ah oui. C'était Noeto. Voilà, c'était Noeto. C'était aussi une vieille version voilà. obsolète. Et on a eu beaucoup de difficultés en fait, à trouver des compétences techniques pour nous permettre de mettre en œuvre tout ce qui était Europe 2.0. La plateforme était techniquement aussi rigide, donc on a décidé de passer à une autre solution qui était plus simple à mettre en œuvre, présentant déjà de base ces fonctionnalités Europe 2.0. Juste une deuxième question, vous avez l'occasion de développer pas mal de spécifiques avec le prix. En fait, il y a eu pas mal de spécifiques de développer dans l'usine ACIT. L'idée, c'était, quand on a eu un an de développement, l'idée, ça a été c'était un point que je voulais aborder après. On est très en interaction avec les utilisateurs, donc on a beaucoup pris leur feedback. On a développé un pilote, et donc on a pris en compte un certain nombre de besoins utilisateurs dans le cadre de l'usine ACIT, de sorte qu'il y ait dans l'usine ACIT à peu près toutes les fonctionnalités dont l'ensemble des utilisateurs avaient besoin. De sorte qu'après, il n'y a plus de spécifique.
tous les 60 sites en question utilisent tous la même usine à site, le même code. Voilà, on était un peu obligé quand même de mettre un peu de spécifique pour permettre aux utilisateurs d'adhérer à l'outil. Si on le laisse vraiment trop fermé, ils vont se sentir obligés de rentrer dans un moule auquel qui ne correspondrait pas forcément à leurs besoins. Donc ils vont se sentir trop contraints. De plus, on était encore en LifeRay 6.0. Il y a un certain nombre de choses qui existent maintenant en LifeRay 6.1 qui n'existaient pas en LifeRay 6.0. Et donc, il a fallu trouver des parades pour proposer plus de fonctionnalités qu'il y en avait dans le standard 6.0. Merci. J'ai une question sur le multilinguisme. Oui. Est-ce que vous avez des sites multilingues, vous avez des sites dans une langue et des sites dans d'autres langues? Et si vous avez des sites multilingues, donc vous gérez ce multilinguisme lorsque le contenu notamment dans la liste dynamique n'a pas été traduit. J'ai pas entendu toute la question. C'est la même question. Le multilinguisme, il est géré comment? Est-ce que vous avez des sites multilingues, c'est-à-dire anglais-français par exemple? Ou est-ce que vous avez des sites en anglais et des sites en français? Ah oui, oui. On a des sites qui peuvent être en anglais et en français et en allemand, enfin plusieurs langues, donc les 3, 4, 5 langues. On a des sites qui peuvent être uniquement en anglais, ou uniquement en français, ou voilà, en russe, ou en main aussi. Et dans ce cas de traduction, en théorie, web content est en multilingue, dans les listes automatiques, lorsque le contenu est traduit en français, créé en français, avec la traduction anglaise ou russe, pas apparue, comment est-ce que vous gérez cette différence? Ça sort en russe sur la page en anglais ou en français sur la page russe ou... Vous comprenez pas ce que je veux dire? J'entends pas. Les listes automatiques. Oui. Essayez de parler plus fort. Oui. Les listes automatiques, vous montrez, j'adhère à une liste pour l'afficher les actualités. D'accord, qui m'intéresse. Je suis moi en russe. Le contenu est écrit en français. Est-ce qu'il s'affiche en français? Ah d'accord. Vous ne l'affichez pas ou qu'est-ce que vous faites? Alors ça dépend en fait de la contribution. Et on a donné la possibilité aux utilisateurs de publier, de traduire un contenu, de le publier uniquement en français s'ils le souhaitent, avec un message disant qu'attention, ce contenu est uniquement en français ou uniquement en anglais, enfin je prends l'exemple du français. Et ils ont aussi la possibilité bien sûr de traduire le contenu. Donc si moi je sélectionne un contenu qui a été traduit, qui est uniquement en français, dans ma liste, le contenu a été français, je le visualise, je le verrai en français avec un petit message disant attention, c'est uniquement en français. Ou sinon, s'il est traduit, je le verrai directement dans la langue traduite. Ça répond à votre question. C'est une très bonne réponse. Il faut juste que je reprenne la parole parce que je pense que niveau timing, sinon ça va être compliqué, pour passer 2-3 minutes sur les éléments clés de la réussite et les difficultés qu'on a rencontrées, et puis éventuellement on fera une séance de questions-réponses s'il nous reste un peu de temps. Oui, les éléments clés de la réussite, j'ai mis en premier, c'est pas un hasard, parce que c'était vraiment le point important, c'est le rôle majeur d'Ypon dans la réalisation de cette usine à site, qui nous a accompagnés depuis le tout début du projet et qui nous a accompagnés aussi et surtout dans les périodes difficiles, parce qu'on en a connu, ça sera sur le slide suivant, je vais détailler un petit peu. Sans leur expertise, on n'aurait clairement pas réussi ce projet. Et ce qui était encore plus appréciable et admirable, c'est qu'on a quasiment, à un mois après, je dirais, maintenu et tenu le planning initialement prévu 2 ans plus tôt. Donc il fallait souligner. Évidemment, les fonctionnalités de LifeRay et aussi l'expertise de LifeRay ont été un atout majeur dans l'acceptation de ce changement, parce que c'est toujours un peu compliqué de faire évoluer les utilisateurs, même s'ils ont un outil qui présente beaucoup de faiblesses et de limites. C'est leur outil, ils le connaissent bien, ils savent le gérer et passer à complètement autre chose, c'est pas toujours évident. Et là, il y a eu évidemment l'accompagnement avec les formations qui ont été importantes, mais aussi tous les plus, toutes les fonctionnalités supplémentaires qui, au bout du compte, ont amené les utilisateurs à vivre ça comme un changement positif, plus que comme une contrainte. Et, ah oui, c'est une migration technique, on passe d'un système A à un système B, et nous, là-dedans, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. L'autre clé de la réussite, ça a été la gestion de mode agile et du projet et de la migration.
Donc, le projet, avec Ypon, on l'a géré en mode agile, ce qui est a priori peut paraître un peu complexe parce que c'était en plus un forfait qu'on avait avec Ypon. Donc on peut se dire, forfait et mode agile, c'est pas très compatible. Alors, c'est pas forcément toujours très simple, hein. Ça n'a pas non plus été un long fleuve tranquille, hein, soyons clairs. Mais ça a quand même permis de focaliser sur les fonctionnalités importantes, puisqu'on était aussi en relation étroite avec les utilisateurs pour dire bah oui, là on a changé d'avis, cette fonctionnalité qu'on n'avait pas prévue, elle est fondamentale, il faut la prévoir. Par contre, celle-là, eh ben, on va la déprioriser et on la fera peut-être un peu plus tard dans le projet. Et pour la migration, c'était la même chose, on a travaillé avec des équipes à Bangalore, donc ça peut paraître un peu compliqué, et c'est vrai que c'est pas toujours très simple, mais le fait de travailler en mode agile, d'avoir des sprints de 2 semaines, de prioriser là aussi les migrations en fonction des besoins utilisateurs, nous a permis de ne pas avoir de planning qui dérape trop, et d'être vigilant et d'être en adéquation avec les besoins métiers et les besoins utilisateurs. Et le site pilote, je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que le fait de faire un site pilote et d'y impliquer les utilisateurs d'entrée de jeu nous a permis d'être sûr que les choix qu'on faisait étaient les bons et qu'on n'était pas à côté de la plaque par rapport aux besoins de nos utilisateurs. Les difficultés, alors en réalité on en a rencontré une grosse. C'est des problèmes de performance qu'on a rencontrés. C'était il y a un an à peu près, je crois, même si ça y a un an une fois. Et lié au fait que les tests de perf qu'on avait fait 6 mois auparavant, et qui étaient tout à fait, avec des conclusions tout à fait satisfaisantes, avaient été faites sur la base d'un site qui était assez peu riche en termes de contenu. Donc on avait poussé, on avait stressé à fond le site avec des bons temps de réponse, sauf que arrivé en juin, on avait beaucoup plus de contenu, et là, c'était pas la même mayonnaise. Donc il a fallu, en plein milieu du projet, alors que c'était absolument pas planifié, faire un stop de 3 mois, ça nous a pris l'été, juillet, août, septembre, pour en réalité migrer en 6.0 SP2 qui permettait de régler beaucoup de problématiques de performance. Et Ypon est monté en puissance avec nous, tout le monde s'est retroussé les manches, et on a repris en fin septembre, là où on avait laissé l'usine à site et les migrations en juin, et on a pu rattraper à peu près le retard, et puisque finalement à l'arrivée on a eu un mois de retard sur le planning. Une autre difficulté, bien que ce soit votre session technique, je l'aborde quand même rapidement. C'est juste le fait que notre pile applicative était à base d'Apache Tomcat, et il se trouve que nos équipes d'infrastructure n'étaient pas très familiarisées avec ce type de techno, et donc pour l'optimisation des paramétrages des plateformes techniques, ça a été un petit peu complexe, on a perdu un peu de temps avant d'arriver à une cible qui fait que maintenant on a une usine à site extrêmement utilisé par tout le groupe Société Générale avec des performances excellentes. Et je laisse la parole à Ingrid pour le tout dernier slide. Je crois qu'on est un petit peu en retard. On va faire vite. Donc je vais aller très vite. Donc juste pour vous dire que Liferay nous satisfait, donc du coup on continue avec. Donc on va migrer notre nouveau portail groupe via la solution Liferay. Et les enjeux majeurs qu'on va devoir relever, c'est avoir une version qui soit accessible mobile, qu'on puisse ajouter des outils personnalisés, donc via également peut-être la marketplace de Liferay que vous avez présenté tout à l'heure, et connecter l'utilisateur automatiquement via son profil, via notre réseau social entreprise. Donc vous voyez un petit peu la maquette de présentation de cette future portail, avec au centre ici l'intérêt principal que va apporter cette offre-là pour les utilisateurs, de pouvoir personnaliser leurs propres outils. Peut-être, donc on sera au prochain symposium Liferay pour présenter cette nouvelle solution, version mobile et outils personnalisés. Donc voilà, merci à tous pour cette présentation.